En 2025, des virus peuvent bloquer des hôpitaux, pirater des entreprises ou même déclencher une guerre entre deux pays. Mais t'es-tu déjà demandé comment tout cela a commencé? On parle souvent de Stuxnet, WannaCry ou même Allovio. Mais le tout premier virus, un programme qui balançait juste un message bizarre. I am the Creeper, catch me if you can. Ce message, c'était le début d'une guerre. Une guerre numérique. Une guerre qui dure depuis 50 ans. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire des virus informatiques. Nous allons retracer leur chronologie, des labos secrets à l'époque d'Internet Explorer, en passant par des ados qui partageaient des disquettes piégées. Bienvenue dans le monde des virus informatiques. Avant même qu'on ait inventé des virus informatiques, quelqu'un avait déjà tout prévu. En 1949, l'illustre John von Neumann, mathématicien, physicien, pionnier de l'informatique, pose une question simple. Et si un programme pouvait se copier tout seul? À l'époque, c'était de la pure fiction, mais lui, il ne plaisantait pas. Il appelle ça tout d'abord des automates autoreproducteurs, une idée qu'il développe dans une série de conférences. Puis, dans un ouvrage publié en 1966. À cette époque, il ne parle pas de virus, il parle des machines logiques capables de se dupliquer comme des cellules. Et ce qui n'était qu'une théorie va très vite prendre vie. Dans les années 60, dans les laboratoires Bell, des ingénieurs créent un jeu expérimental. Le principe, chaque joueur code un petit programme qu'on appelle organisme et le place dans un bloc mémoire qu'on appelle arène. Le but, attaquer les autres programmes et survivre. C'est en gros un arène de combat entre les intelligences artificielles et le dernier code encore en vie gagne la partie. Ce n'était pas malveillant à cette époque, ce n'était pas un virus au sens moderne, mais l'idée était bien là, un programme qui vit, qui attaque et qui se défend. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore, mais le monde vient de poser une brique de ce qu'on appellera un jour la virologie informatique. En 1969, le monde découvre Internet, enfin son ancêtre, ARPANET. Les chercheurs commencent à connecter des ordinateurs entre eux et à ce même moment, un étudiant un peu curieux, Gregory Benford, s'amuse avec du code. Il code en Fortran, il observe des comportements des programmes et il remarque quelque chose d'étrange. Certains morceaux de code semblent se déplacer, comme s'ils se copiaient dans d'autres programmes. Benford fait des tests. Il insère lui-même du code dans un programme, juste pour voir s'il peut se répliquer. Et ça marche. À ce moment précis, il vient, sans le savoir, de créer ce qui pourrait être le tout premier virus informatique expérimental. Pas pour faire du mal, loin de là, juste pour comprendre, juste pour explorer. Un an plus tard, il transforme cette expérience en fiction, en publiant une nouvelle de science-fiction, nommée The Scarlet Man. Dedans, il décrit un programme appelé virus. Un code qui s'installe dans un ordinateur, compose automatiquement des numéros de téléphone, infecte d'autres machines et demande ensuite une rançon pour s'arrêter. Oui, en 1970, Gregory Benford décrit dans une œuvre de fiction ce qu'on appelle aujourd'hui un ransomware. Le plus fou à cette époque, personne ne connaît encore le mot virus informatique, mais Benford, lui, l'avait déjà imaginé. Le tout premier virus, Creeper. Nous sommes en 1971, Internet n'existe pas encore, mais un réseau baptisé ARPANET relie déjà quelques ordinateurs entre eux. Et dans un coin des laboratoires, un ingénieur du nom de Bob Thomas, qui travaille chez BBN Technology, veut tester une idée un peu folle. Et si un programme pouvait se déplacer tout seul d'un ordinateur à un autre? Il crée alors un petit programme expérimental écrit en assembleur pour des machines PDP-10. Son nom, Creeper. Inspiré d'un dessin animé Scooby-Doo, Creeper n'est pas dangereux. Il ne vaut rien, ne détruit rien. Son seul but, c'est de déplacer d'un ordinateur à un autre. Et quand il s'installe sur une machine, il affiche un simple message. I am Creeper, catch me if you can. Puis il cherche un autre ordinateur sur le réseau, se copie dessus et se supprime dans la version précédente. Il ne reste jamais longtemps au même endroit. Mais voilà, un collègue de Bob Thomas, Ray Tomlinson, lui, le même Ray qui inventera quelques années plus tard l'email, décide de modifier un peu le code. Il fait en sorte que Creeper laisse une copie de lui-même sur chaque machine où il passe. Le programme ne fait plus que voyager, il se propage. À ce moment précis, Creeper devient bien plus qu'une curiosité technologique, il devient le tout premier virus informatique reconnu de l'histoire.
et pour l'arrêter, réécrit un second programme qu'il baptise Reaper. Reaper parcourt le réseau à son tour et détruit chaque version de Creeper qu'il trouve. Autrement dit, en 1971, le tout premier virus voit le jour et le tout premier antivirus avec lui. Tout ça sans aucune intention malveillante, juste expérimenté. Mais sans le savoir, tous deux venaient d'ouvrir une boîte de Pandore. La contamination s'accélère. Après Creeper, l'idée d'un programme capable de se reproduire ne reste plus très longtemps théorique. Les années 70 voient naître plusieurs expériences qui ressemblent de plus en plus à de véritables infections informatiques. En 1974, sur un ordinateur d'IBM, un programme étrange commence à poser problème. Il ne se propage pas sur le réseau, non, mais il se duplique encore et encore et encore, à tel point qu'il sature la mémoire de la machine jusqu'à la faire cracher. Son nom, Rabbit. Il ne vole rien, ne détruit rien, mais il plante le système juste par excès de reproduction, un peu comme Bomberfork ou une attaque DDoS. L'auteur, un employé d'IBM resté anonyme, est renvoyé. Et pour la première fois, un comportement malicieux cause des conséquences réelles dans le monde du travail. La même année, un autre concept émerge, celui du cheval de croix. Un rapport de sécurité de l'armée américaine lié au système Multics parle d'un logiciel caché à l'intérieur d'un autre, destiné à tromper des utilisateurs. La métaphore mythologique du cheval de bois de croix est parfaite. Un programme apparemment inoffensif qui cache un immense piège. Un an plus tard, en 1975, un certain John Walker crée un jeu en assembleur pour Univac appelé Animal. Le jeu semble simple. Il essaie de deviner l'animal auquel pense l'utilisateur. Mais en arrière-plan, un second programme appelé Pervat copie automatiquement Animal dans tous les dossiers accessibles. S'il est lancé par un utilisateur avec des voix très élevées, le jeu s'installe dans la bibliothèque système et se retrouve chez tous les utilisateurs. L'intention de Walker n'était pas malveillante, dit-il, mais il admet que s'il avait voulu faire du mal, les dégâts auraient pu être immenses. En l'espace de 14 ans, les programmes auto-réplicants sont passés de simples expériences à véritables menaces potentielles. Même si le mot virus n'existait toujours pas, la contamination informatique, elle, s'accélère. Et le pire, c'est que personne ne semblait prendre ça au sérieux. L'âge d'or des virus. 1982, un gamin de 15 ans, dans une petite ville de Pennsylvanie, écrit un bout de code qui va littéralement changer le monde de l'histoire de l'informatique. Son nom, Richard Krenta. Son virus, L-Cloner. Ce n'est pas un chercheur, ce n'est pas un militaire, ce n'est même pas un ingénieur. C'est juste un ado qui aime les blagues et qui en a marre que ses copains lui empruntent ses jeux piratés. Alors, il modifie une disquette. Au bout d'une vingtaine de lancements, le jeu ne fonctionne plus et un petit poème rigolo s'affiche à l'écran. Ce que ses amis ne savent pas, c'est que les machines viennent d'être infectées. L-Cloner devient le tout premier virus pour ordinateur personnel. Il s'installe dans le secteur de démarrage de la disquette. Dès qu'on insère une disquette dans l'ordinateur, le virus se charge à mémoire. Et à partir de là, toute autre disquette insérée dans ce même ordinateur est automatiquement infectée. Sans que personne ne touche à rien. Pas besoin de réseau. Pas besoin d'internet, juste une disquette qui se passe de main à main. Et L-Cloner finit par sortir de son lycée et se répand dans tout le pays. À partir de là, tout s'accélère. Les années 80 voient apparaître des centaines de nouveaux virus. Et pour la première fois, certains sont clairement malveillants. Les hackers comprennent qu'un simple virus peut détruire des fichiers, effacer un disque, afficher des messages politiques ou religieux, ou tout simplement faire une blague. Et face à cette explosion, une nouvelle industrie se développe, celle des antivirus. Des sociétés entières se spécialisent dans la détection, la suppression et même la prévention des virus. C'est le début d'une course sans fin entre les créateurs de malware et ceux qui tentent de les arrêter. On entre dans ce que beaucoup appelleront plus tard l'âge d'or des virus informatiques. Mais tout ça, ce n'était encore que le début, car très bientôt, un outil va bouleverser la donne pour toujours. À partir des années 90, Internet commence à s'imposer partout et avec lui, une toute nouvelle ère s'ouvre pour les virus informatiques. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur. Fini la propagation limitée aux disques ou aux réseaux locaux. Désormais, un virus peut voyager instantanément à travers le monde en quelques secondes seulement. En 1988, par exemple, le ver Maurice frappe l'Internet naissant en quelques heures. Il infecte des milliers d'ordinateurs et ralentit sévèrement le réseau mondial. C'est la première alerte à l'échelle globale. Puis vient un virus encore plus sophistiqué, I Love You,
Melissa, Code Red, Nimda, chacun d'eux exploite des vulnérabilités pour se propager rapidement et fait le plus de dégâts possible. La cybercriminalité devient alors une industrie à part entière. Des groupes organisés développent des malwares pour voler des données, dérober de l'argent ou simplement causer des perturbations massives. Les gouvernements et les entreprises réalisent l'ampleur du danger. Les systèmes de sécurité se multiplient, mais la course entre attaquants et défendeurs est sans fin. Internet a ouvert une nouvelle frontière, celle de la cyberguerre, du cyberespionnage et du cyberterrorisme. Et tout cela a commencé il y a plus de 50 ans avec un simple virus nommé Creeper. Aujourd'hui et demain, la guerre invisible. Nous voilà en 2025. Les virus informatiques ne sont plus juste des blagues, ni des petits programmes gênants. Ils sont devenus des armes puissantes, utilisées par des États, des organismes criminels et même des groupes terroristes. Par exemple, en 2011 est sorti Stuxnet, un virus qui visait des infrastructures nucléaires. Chaque jour, des millions d'ordinateurs, des téléphones et même des objets connectés sont la cible des attaques informatiques. Ces attaques peuvent paralyser des villes entières, voler des données sensibles ou perturber des infrastructures essentielles comme l'électricité, l'eau ou le transport. Face à cette menace croissante, la cybersécurité est devenue une priorité mondiale. Des centaines et des milliers de spécialistes travaillent nuit et jour pour anticiper, détecter et neutraliser ces menaces. Mais le défi est immense. L'intelligence artificielle est utilisée pour créer des malwares autonomes qui évoluent sans intervention humaine. La bataille invisible entre attaquants et défendeurs est bien loin d'être terminée. Elle façonnera l'avenir de notre société, de notre économie et de notre sécurité. Alors, la prochaine fois que vous allumez votre ordinateur ou votre smartphone, souvenez-vous que derrière cet écran, une guerre silencieuse fait rage. Une guerre qui a commencé il y a plus de 50 ans avec un simple programme nommé Creeper et qui sans aucun doute continue d'évoluer. C'était DKLDF pour cette histoire sur les virus informatiques. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, pourquoi pas partager cette vidéo pour que je puisse continuer à vous raconter des histoires fabuleuses.